Commençons par l'audit antibioprophylaxie, si vous voulez bien. Je vous fais un point d'avancement, à savoir que nous sommes donc au mois de juin, que vous avez eu à disposition en février donc un outil Excel pour la saisie qu'avait préparé ma collègue Isabelle Arnaud. Et donc, vous avez pu nous faire parvenir vos données depuis mars. Ce qui a permis, nous a permis de préparer des rapports. Alors, dans un premier temps, ils sont manuels, parce que vous savez qu'on a eu donc des soucis avec l'outil en ligne. Et donc, jusqu'en avril, c'était fait dans la semaine. Et au vu du nombre de demandes et des délais que vous avez évidemment pour faire la restitution des données, on est actuellement à 7 jours sur 7 pour essayer voilà, de fournir à tout le monde ce qui lui revient de façon tout à fait légitime. Donc actuellement, on a fait des rapports pour 77 établissements, ce qui n'est pas terminé. Il y en a encore à faire au mois de juin et sans doute au mois de juillet. On essaye de faire au mieux. Et donc, bien sûr, en parallèle, toujours Isabelle a préparé un outil Excel, cette fois-ci permettant l'analyse, que vous ayez un rapport local automatisé. Donc là, c'est pas encore en place puisqu'on fait des tests pour vérifier que tout fonctionne bien. Mais prochainement, on espère pouvoir utiliser ça, ce qui accélérera le délai de rendu de ce rapport. Et à terme, donc, on aurait un outil qui vous permette à la fois de saisir et d'avoir vos données dans la foulée, comme on a toujours fait avec les outils SpeakMe jusqu'à présent. Euh, pour information donc du fait de ces délais, moi j'ai souhaité vous faire une première analyse intermédiaire sur la base des premiers rapports disponibles pour vous donner des tendances, parce que de toute façon, au vu de ce qui reste à faire, les analyses finales vont être faites cet été et donc avec une restitution au mieux en septembre, en tout cas à la rentrée 2026. On s'est dit que ça serait bien de faire ça maintenant, même si, voilà, c'est pas complet. Sur un ensemble de plus de 3000 fiches, vous allez voir quand même les grandes tendances se dessiner en termes de résultats et éventuellement comparer vos données si c'est nécessaire. Je sais que c'est important pour certains d'avoir justement cette comparaison au multicentrique. Donc, l'objectif de cette analyse intermédiaire, donc ça va être de vous faire une restitution quand même de certains résultats. Alors, ça concerne que l'audit sur dossier, hein, puisque l'analyse des fiches établissements avec l'organisation, protocole, traçabilité va être fait cet été. Et c'était vous présenter déjà un certain format de résultats pour voir si cette présentation vous convient. Du moins, c'est ce qu'on a à disposition à ce stade. Et si vous avez des remarques sur les résultats, des commentaires, on est tout à fait preneur de l'explication que vous auriez, voire partager voilà, des, des éléments que vous avez connus vous-même et peut-être que vous avez déjà commencé à régler. Ça peut être intéressant aussi d'échanger entre nous sur la base d'analyses qui pourraient être faites en complément, parce que là, je vous montre des choses assez simplifiées, entre guillemets, que j'ai appelées macroscopiques pour quand même qui sont complètement en harmonie avec ce que vous avez dans vos rapports pour ceux qui l'ont. Mais en tout cas, s'il y a des analyses qui vous semblent intéressantes à effectuer sur la base nationale que je vais pouvoir, j'espère utiliser cet été, ça sera intéressant pour nous de recueillir ces informations. Alors évidemment, on tient à vous remercier parce qu'on est dans une situation un peu exceptionnelle, délicate, et ça ne nous est jamais arrivé, mais bon, il y a plusieurs explications. C'est vrai que déjà un référentiel assez riche et complexe, qui demande des analyses également complexes. Et le niveau informatique est très élevé pour cette analyse. Donc, on a eu voilà, des soucis. On a trouvé des solutions alternatives qui obligent à des délais supplémentaires à ce qu'on avait imaginé. En tout cas, on voulait vous dire que on est agréablement surpris par la qualité du recueil, hein. Les dossiers sont vraiment très bien remplis. Il y a très peu de retours nécessaires auprès des établissements. Et un nombre de dossiers évalués aussi qui est impressionnant.
Euh, voilà, donc merci pour votre contribution à ces analyses nationales qui vont nous permettre de euh, bien prendre connaissance de l'état des pratiques actuelles. Alors, passons directement à l'échantillon analysé. Donc, on a retenu les dossiers qui avaient au moins 20 fiches, hein, donc ça représente donc 67 établissements pour lesquels on a pu faire un rapport, calculer des pourcentages. Et vous voyez, au niveau de la répartition des établissements, bon, c'est un petit peu plus au niveau public actuellement que la répartition nationale. Enfin, on a du privé, du public et le split quand même, hein, donc ça ne sera pas peut-être exactement représentatif de l'ensemble de ce qu'on aura d'ici la rentrée, mais ça va vous donner quand même déjà une certaine impression des choses. Alors, on s'engage bien sûr à ce que tous les établissements qui ont envoyé leurs données seront affichés dans le rapport final et que tout le monde aura un rapport à plus ou moins long terme. Évidemment que si vous avez des urgences, enfin, on a fonctionné comme ça depuis le début, hein, c'est que ceux qui ont des urgences nous le signalent avec la date précise de retour souhaité et on essaye dans la mesure du possible de les satisfaire. Donc, vous avez pu remarquer ceux qui ont le rapport, mais aussi ceux qui avaient assisté au précédent webinaire où j'avais présenté le rapport dans la trame du rapport, qu'on est parti avec la SPAR sur 6 piliers d'antibioprophylaxie, donc que je reprends ici rapidement. Donc, l'indication initiale, les molécules, les doses et l'adaptation posologique, ainsi que le moment et le délai initial auxquels s'ajoutent les réadministrations péropératoires, post-opératoires, puisque pour cet audit-là, qui est plus fin hein, que l'audit pré-op, pour ceux qui ont connu la partie antibioprophylaxie de l'audit pré-op, on n'avait pas ces données-là et c'était intéressant d'aller jusque-là. Donc, on a des éléments aussi sur cette partie-là, et c'est assez intéressant. Cette diapo, c'est pour vous rappeler le principe de l'analyse. Donc, à partir des Kodak, on a regardé si l'indication était conforme ou pas. On a parallèlement regardé ce qui s'était passé la veille au soir pour les actes concernés. Et si l'indication était conforme, on regardait si la molécule, là où les molécules utilisées étaient conformes. Et ensuite, de même, si les doses administrées étaient conformes, les délais, les réadministrations PEROP et post-op. Et on vous a mis dans le rapport les écarts, justement, et de façon assez fine, quel type d'écart est identifié pour vos dossiers. Juste une précision sur le terme écart. Euh, on n'a pas choisi le terme non-conformité directement, puisque il se peut que vous ayez des protocoles qui aient fait des choix différents ou des situations et des données que nous n'avons pas, des informations que nous n'avons pas, qui peuvent nuancer un petit peu ces résultats. Donc, du coup, voilà, le terme écart est à prendre au sens différence avec le référentiel et la non-conformité, finalement, elle est presque revue par vous-même localement en fonction d'infos que nous, on n'a pas demandé à recueillir parce que ça aurait été vraiment trop lourd. Mais c'est à vous un petit peu de voir si ça se confirme comme une non-conformité ou pas. En tout cas, il faut retourner au dossier, voir justement ce qu'il en est. Alors, commençons par le premier pilier, l'administration la veille du soir. Donc, pour rappel, les chirurgies colorectales et d'affirmation du genre sont les seuls concernés. C'est un protocole donc avec deux molécules qui s'assimilent donc à une décontamination digestive. En pratique, il y a très peu de chirurgie d'affirmation du genre visiblement faite actuellement dans les hôpitaux. Ça doit être réservé à quelques établissements particuliers. Donc, seule la chirurgie colorectale a été évaluée. Donc, les résultats seront en lien avec celle-ci. Et juste pour info, on a eu assez régulièrement des actes qui n'avaient pas été évalués parmi les 10 à 13. On vous l'a signalé dans le rapport en général sur la page concernée. Alors, il se peut qu'il y ait eu des oublis hein, d'évaluation de ces codes-là, ou ça peut être aussi un autre cas qu'on a parfois identifié, c'est que comme les actes n'étaient pas programmés et réalisés en urgence, il n'y avait pas d'évaluation possible de ce qui s'est passé la veille, enfin, il n'y avait pas d'administration la veille, du coup, ça peut expliquer, voilà, dans certains cas, mais ça n'explique pas tout. Alors, les résultats en eux-mêmes, l'histogramme est le suivant. Donc, on a fait figurer les établissements ici qui avaient 100% de conformité sur la veille au soir.
Et donc, le reste s'étage entre 0% et 80%, avec une médiane à 80%. La conformité moyenne est de 66% du coup, les 0% étant en fait une situation où il n'y a aucune trace d'une quelconque administration à la veille au soir, que ce soit une prescription ou une administration. Donc, on vous l'a signalé comme un écart, puisqu'en fait, on n'a pas de preuve en fait, qu'il y ait quelque chose de donné. Euh, et donc, vous voyez, 50% donc, sont entre 80 et 100% de conformité, donc ça c'est quand même pas mal, hein, globalement. On a presque la moitié des établissements qui sont à 100% conformes. Donc, quelques commentaires. Donc, comme je vous le disais, c'est l'absence de traçabilité qui est assez significatif au niveau de ce paramètre-là. Alors qu'au contraire, les molécules et doses, il n'y a pratiquement aucun écart, hein, c'est vraiment toujours le même schéma, il est bien respecté. Et donc, il faudrait creuser, voir si ça peut être en lien avec le fait que cette administration se fait la veille parfois à domicile, avec peut-être une prescription chirurgicale plus ou moins tracée. Donc, il se pourrait que ça soit lié à ça. Il faut qu'on analyse de plus près ces données. En tout cas, c'est une explication potentielle. Et donc, les choses sont à revoir puisque c'est quand même, hein, on avait hésité à l'intégrer dans cette évaluation, mais l'ASPAR nous a dit non, non, c'est une étape importante de l'antibioprophylaxie. Il faut absolument évaluer si c'est réalisé ou pas. Donc, dans ce contexte, c'est important d'appuyer sur cette question de traçabilité. Je pense que je vous montre tous les résultats et puis après, on pourra échanger via le chat. Euh, Passons au deuxième pilier qui est le respect de l'indication initiale. Donc, l'antiprophylaxie qui est faite avant le début de l'acte, juste avant le début de l'acte. Vous savez que dans les RFE, hein, le référentiel de la Sparkil, chaque acte est associé ou non à une antibrophylaxie indiquée. Et on vous avait proposé dans le protocole de l'audit d'évaluer ces deux situations si vous le souhaitez, si c'est possible. Et effectivement, on a une très grande majorité d'établissements qui a évalué les deux situations. Ce qui fait que la conformité globale, on l'a fait figurer sous forme d'un ensemble de deux composantes. Donc, l'antibioprophylaxie réalisée quand elle est indiquée et ce qui est conforme également, non réalisé quand non indiqué. Donc, dans un cas, on est plus sur la gestion du risque infectieux et dans l'autre, sur le bon usage des antibiotiques. Ce qui donne ceci au final. Donc, vous voyez une grande diversité des résultats quand même, hein, entre 69% et 100%. Un nombre, vous voyez, un peu moins élevé que tout à l'heure d'établissements qui a 100% de conformité sur l'indication. Et effectivement, on voit les deux éléments, c'est-à-dire, je vais en reparler juste après dans les commentaires. On a, bon, globalement, un assez bon chiffre, hein, quand même, qui se rapproche de 90%, donc euh, c'est plutôt des bonnes pratiques. Et 50% sont entre 90 et 100, hein, donc on est quand même bien situé là sur les résultats. Vous voyez, ça fait que 12% hein, ici. Parce qu'en fait, il y a toujours soit des antibioprophylaxies qui sont pas faites, soit quelques antibioprophylaxies, enfin des administrations en tout cas d'antibiotiques avant l'opération qui sont réalisées alors que c'est pas spécialement recommandé. Donc en termes de commentaires, je ferai juste deux petites remarques. Donc, ce qui est le plus perturbant, même si on a 90% en moyenne, c'est que dans les 10% qui restent, il y a des antibioprophylaxies qui ne sont pas réalisées. Alors, est-ce que c'est non réalisé ou non tracé, sachant que un certain nombre d'établissements ont quand même des moyens d'informatisation et de traçabilité correcte de cette antibioprophylaxie initiale? Est-ce que c'est lié à des cas d'urgence vitale pour vérifier? On a recueilli cette information et ça pose question sur l'utilisation de la checklist. Donc on sait qu'elle n'est pas toujours utilisée de façon optimale, hein. Un oubli, enfin voilà. Donc là, c'est de l'organisation à revoir certainement à ce niveau-là. On a également des administrations d'antibiotiques juste avant l'opération, alors qu'il y a eu donc
dans le dernier référentiel une revue de la littérature récente qui montre que ça n'est pas nécessaire. Donc, on est dans un usage excessif ou excédentaire d'antibiotiques. Et ça ne peut pas être confondu avec une antibiothérapie préopératoire, puisque les patients sous traitement étaient exclus de l'audit. Alors, sous réserve que tout le monde ait respecté ce principe, mais c'était prévu comme ça justement pour pas qu'il y ait de l'interférence dans l'interprétation. En termes d'hypothèse, donc voir si il s'agit d'un choix local, hein, collectif ou individuel. Est-ce que c'est lié à des patients particuliers ou on n'est pas encore, peut-être qu'il y a eu enfin, il y a eu des changements de toute façon dans les recommandations. Donc peut-être que ces nouvelles recommandations ne sont pas tout à fait encore prises en compte. Donc ça, à voir. Enfin, je pense qu'à votre niveau, c'est faisable d'aller voir des côtés de ces pistes-là. Et nous, on pourra peut-être regarder aussi certains aspects de notre côté. Concernant les molécules recommandées, donc vous savez que pour chaque acte, une ou plusieurs molécules, enfin une ou deux en général, sont préconisées. Les deux, c'est souvent en cas d'allergie. Et concernant l'audit, donc on a analysé les molécules quand l'indication était conforme, comme je le disais sur le schéma tout à l'heure. Euh, donc la conformité, c'était bien sûr toutes les possibilités existantes, c'est-à-dire le référentiel, il y a une molécule de première intention, éventuellement avec une alternative possible, et des molécules de deuxième intention. Donc on a pris tout ça comme de la conformité, bien sûr, et ça donne ceci en termes de résultats. Donc une conformité à 92%, donc on est au-dessus encore des résultats de l'indication, et bien au-dessus de la veille du soir. Vous voyez que la moitié des établissements se situe entre 93, la médiane ici, et 5%. Donc on a un chiffre un peu plus important, de 21% d'établissements qui ont 100% de conformité sur l'ensemble des actes qui ont été évalués, qui varient bien sûr d'un établissement à l'autre. Ce qu'on a observé de point de vue qualitatif, c'est souvent une inversion de deux molécules en particulier. Alors la céphazolline fait partie, enfin, des molécules majoritaires recommandées pour un grand nombre d'actes dans les référentiels. Et la céphuzétine présente également, mais il y a souvent une interversion entre les deux. Donc, sachant que c'est pas donné dans les mêmes situations normalement, c'est pas équivalent, donc ça c'est quelque chose qui sera à revoir. Un autre fait marquant, c'est quand deux molécules sont associées pour une antibioprophylaxie, ce qui est possible hein, dans certains cas. On a remarqué que c'était souvent non conforme. Alors, soit il y a une molécule qui n'est pas attendue du tout, soit c'est même les deux, hein. C'est-à-dire que je sais pas, là, il faudra qu'on creuse cette histoire, mais ça ne correspond pas vraiment au référentiel. Il y a peut-être des raisons, mais ça sera intéressant d'en discuter avec vous. Et puis, il y a également d'autres molécules signalées comme utilisées, c'est-à-dire qui sortent de la liste qu'on avait fait, qui était déjà assez longue, parce qu'elle reprenait tous les antibiotiques qui sont présents dans le référentiel. On a même intégré celle de 2018 pour voilà, être sûr que vous retrouviez des réponses à saisir. Mais voilà, il y a encore d'autres choses qui sont utilisées, donc à voir ce que c'est. En tout cas, ces trois situations, alors elles ne sont pas complètement systématiquement liées à un risque infectieux, mais il faudrait regarder si le spectre est adapté à la situation. On a également, pour info, vu que, vous savez, il y a des antibiotiques qui sont donnés donc, en cas de CBI positif, intra-opératoire. Donc, on a pu voir des associations de la molécule attendue avec une autre molécule qui correspond davantage à cette indication. Donc, quand vous avez un écart, ça peut éventuellement être cette situation-là. Il faut regarder de près, mais c'est peut-être quelque chose de conforme auquel s'ajoute quelque chose qui est plus ou moins validé. À vérifier d'ailleurs, puisque, comme on l'avait, je crois, dit précédemment, il y a des recommandations de l'Association française d'urologie qui sont parues sur ce sujet, donc ils font le tri entre ce qui est possible ou pas comme antibiotique à donner pour ces cas-là de CBI positif avec les molécules en question. Donc voilà, ça c'est des pistes pour vous d'exploration en cas d'écart. Donc, il se peut que, comme il y a eu une refonte complète du référentiel, avec non seulement des changements d'indication, mais des changements de molécules,
ça fasse partie des choses qui n'ont pas encore été mises en place. On sait que concernant les molécules, il y a des fois des problèmes de disponibilité qui fait que on prend une autre molécule après avoir si normalement elle doit correspondre à peu près à ce qu'on a comme objectif antimétrobiens. Ça peut être des choix du coup différents, qui sont peut-être sûrement justifiés, mais voir si c'est bien écrit comme ça par rapport au référentiel. Des questions peut-être d'écologie de service, des caractéristiques du patient. Donc voilà ce qu'il faut regarder quand on a un écart, voir si ces pistes-là peuvent être intéressantes. Concernant les doses maintenant, euh, donc comme vous le savez sans doute, chaque molécule a sa dose, donc c'est toujours la même hein, pour une molécule donnée. Et donc on a regardé pour chaque catégorie d'antibiotiques ce qui était donné et si c'était en accord avec les recours. Alors, bien sûr qu'on a pris en compte aussi, pour vous rendre ces résultats, le fait que les céphalosporines et la clindamycine ont maintenant, depuis le référentiel 2024, des seuils. Alors, pour la céphalosporine, c'était avant 35, on est passé à 50, hein, il y a un élargissement du seuil, donc il y a moins de cas de patients pour lesquels il faut doubler la dose. Vous verrez, on a retrouvé justement peut-être un souci à ce niveau-là. Et pour la clindamycine, il y a deux seuils avec des doses différentes adaptées justement à ces seuils d'IMC. Concernant l'audit, donc, on a étudié ces doses quand l'indication et les molécules étaient conformes. Voilà les résultats. Donc, sur ce paramètre, on a 98% de conformité en moyenne, hein, ça s'étale entre 68 et 100%. Et on a un très fort pourcentage de conformité au niveau des établissements, hein, 63, les deux tiers des établissements ont 100% de conformité. Donc les doses, c'est pas le plus gros sujet en termes d'amélioration. On a des résultats quand même très satisfaisants. Comme je vous le disais, hein, souvent c'est une non prise en compte des recommandations concernant l'IMC. Donc du coup, ça paraît être des surdosages on double la dose alors que c'est plus nécessaire. Ça explique les surdosages. On a pu aussi constater un petit souci en ophtalmo, alors c'est anecdotique, mais comme une étiquette qui met 50 mg, mais qu'en réalité c'est 1 mg qui est injecté, on a pu retrouver 50 mg notés dans la grille. Et donc après avoir exploré un petit peu avec les établissements ce qui pouvait se passer, parce que ça faisait 50 fois la dose, c'était quand même un problème. C'est juste un problème de report à partir des données de l'étiquette. Donc, il se peut que des établissements aient choisi de conserver l'ancien seuil de 35 hein, pour les céphalosporines. Après tout, il y a des besoins en ce sens. Euh, ou alors, c'est pas encore pris en compte en termes d'évolution. On sait également que parfois, c'est la disponibilité de certaines doses qui fait qu'on injecte voilà, une dose ou pas. Donc, à voir aussi localement si ça peut correspondre à des pistes. Alors, ce qui était plus gênant, ce sont quelques sous-dosages qui ont été repérés. Et on ne sait pas actuellement exactement ce qu'il en est, mais soit c'est une méconnaissance du dosage, soit il y avait une adaptation à certaines caractéristiques du patient, sachant que, parce qu'on sait, c'est que normalement, par exemple, l'état de la fonction rénale, il n'intervient qu'en post-opératoire. Il ne va pas être pris en compte dans cette phase-là initiale. Euh, donc, voilà. On va chercher un peu des explications à ce niveau-là, mais c'est un souci en termes de risque d'infection. Le moment et le délai d'administration. Donc, on attend bien sûr dans le référentiel de débuter cette antibioprophylaxie avant le début de l'acte, pour être sûr qu'il y a une saturation du tissu au moment de l'effraction cutanée. Et vous savez que suite à des discussions avec l'ASFAR, on avait d'ailleurs essayé de contribuer à ce qu'il y ait justement des écarts minimax définis par l'ASFAR, parce que dans nos audits pré-op, on ne savait pas comment interpréter les données finalement, puisqu'on était dans une notion de autour de 30 minutes, mais ça ne permettait pas de trancher.
Donc maintenant, le seuil est de 0 à 60 minutes et on va voir ce que ça donne au niveau résultat. En tout cas, on a analysé ce délai donc, quand les molécules étaient conformes et on a pris en compte trois modalités. La conformité, c'est dans les 60 minutes avant l'incision, du coup, et il y a deux écarts qui ont été définis, soit plus de 60 minutes avant l'incision, soit après l'incision. On verra quelles sont les données qualitatives à ce sujet, en tout cas au niveau quantitatif. C'est un paramètre qui est également assez correctement respecté, hein, 89% en moyenne, avec une médiane à 91%. Et par contre, un nombre d'établissements qui ont 100% de conformité qui est assez limité, hein. On retrouve un peu, tout à l'heure, 10%, 15%. C'est pas énorme. Bon, après, la médiane est quand même assez élevée, donc la majorité se trouve quand même à plus de 90%. Qu'est-ce qu'on a observé donc, en pratique dans les rapports? Donc, une administration de plus de 60 minutes, donc qui est assez fréquente. Euh, on peut faire l'hypothèse que c'est lié possiblement à des questions d'organisation ou de préparation du patient dans certaines interventions. Concernant le fait de dépasser le débit de l'acte, donc on avait déjà eu cette notion au moment des audits pré-op. Euh, Ce qu'on a vu, puisque cet audit-là est plus fin en fait, c'est que ça se situait même des fois après la fin de l'acte. Et on l'a distingué hein, dans nos échanges avec les établissements concernés, on l'a distingué du post-op parce qu'en fait, c'est vraiment la molécule et la dose initiale qui est appliquée fin d'acte, fin d'intervention. Euh, ça pose question. Alors là, on n'est pas dans l'absence totale d'antibioprophylaxie initiale, mais elle est très, très décalée. Et donc, est-ce que c'est un oubli qui fait l'objet d'un rattrapage en fin d'intervention? Est-ce que c'est un contexte d'urgence qui a fait qu'il n'y a pas eu l'antibioprophylaxie que début, mais un peu plus tard? À creuser également au niveau des dossiers. Voilà pour l'initiale, hein, toute la phase initiale. À moins qu'il y ait des questions tout de suite, je regarde quand même le chat. Bon, il n'y a pas de questions, il y a des remarques. Ok, donc je continue. Je continue sur le PEROP et le post-op, et puis après on pourra échanger. Donc le PEROP, bien sûr, c'est le fait de réinjecter les antibiotiques initiaux entre le début et la fin de l'acte pour assurer toujours la même saturation des tissus. En pratique, si vous regardez le référentiel, en fait, il y a beaucoup d'actes hein, qui sont concernés en théorie par cette réinjection. Sauf qu'en pratique, ça n'est nécessaire que lorsque il y a un délai entre la première administration et la fin de l'acte qui dépasse le seuil de renouvellement de la molécule qui a été injectée initialement. Donc finalement, le nombre de cas où c'est nécessaire diminue largement. Et pour autant, on a regardé ce qu'il en était en termes de réinjection. Euh, donc, on a pris en compte donc, le point suivant, c'est qu'on a regardé si l'antibioprophylaxie, donc la réadministration, était faite telle qu'attendue, avec le bon nombre, puisque selon les cas, selon la durée de l'acte, ça va être entre une, deux, trois ou plus de réinjections. Ça peut aller jusqu'à quatre ou plus. Et, euh, et on tient compte dans la conformité du fait qu'il n'y a pas de réadministration quand c'est pas nécessaire. C'est aussi des bonnes pratiques hein, dans l'usage des antibiotiques. On va regarder également quelles étaient les doses administrées sur les deux premières réadministrations, quand c'est le cas, pour voir un petit peu où on en est. On n'a pas regardé l'ensemble des réadministrations, hein, seulement les deux premières. C'est déjà une bonne indication. Alors, le graphique. Donc, vous voyez, on est à... C'est vraiment... Ça, c'est des nouveaux chiffres, hein, puisqu'on n'avait pas ça par les pré-op. En pré-op, on est à 94%, donc c'est un très beau résultat. Et on a un tiers des établissements qui sont à 100% de conformité. Et concernant les doses, il y a un très bon respect également, hein, 95% pour la première, 98% pour la deuxième. Donc, il y a une amélioration même, on va voir dans les commentaires, il y a une petite raison à ça. Euh,
Donc, on est toujours hein, assez large en termes de résultats, mais voilà, un regroupement des données quand même au-dessus de 95%. Donc, on a identifié plusieurs types de cas. Donc, et ça, c'est vraiment quand on regarde le nombre de réadministrations, on est pratiquement systématiquement plus faible que l'attendue. Donc, il n'y en a pas quand on en attend une, il y en a une quand on en attend deux, etc. Voire même, des fois, il n'y a rien du tout, alors qu'il y avait un certain nombre de réadministrations nécessaires. Ça, c'est vraiment gênant. Euh, donc, ça, on pourra en reparler, parce qu'on a eu aussi des échanges avec notre groupe de travail prévention, et il semble que parfois, on est un peu limite en termes d'horaire et qu'on est plutôt à abandonner la réinjection d'en faire plus. On a vu quand même quelques réadministrations supplémentaires, hein, qui sont sans lien là pour le coup avec le risque infectieux. Euh, des cas particuliers, alors surtout pour certains codes de chirurgie cardiaque qui nécessitent une CEC. Et donc, dans le référentiel, il y a une dose supplémentaire qui est donnée en opératoire qui est liée au pramine. Et donc, on a pu les identifier. C'est pas des anomalies, c'est pas des écarts, c'est vraiment lié à des actes en particulier. Ce qu'on a vu également, c'est que finalement, la première dose, des fois, elle paraît supérieure à ce qui est attendu parce que, euh, apparemment, les personnels attendent des fois la deuxième réadministration pour appliquer le principe de la demi-dose opératoire, hein. La dose qui est dans l'initial est divisée par deux le plus souvent au moment de réinjection. Ça semble suffisant à ce niveau-là. Donc voilà pour le PEROPT. Euh, Pour finir, donc, voyons ce qui se passe en post-opératoire. Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'on vous avait demandé de regarder ce qui se passait précisément. Vous allez voir que c'est pas toujours évident, finalement, d'interpréter les choses. En tout cas, il y a très peu d'actes qui sont directement concernés par une indication, et notamment dans la liste des actes que nous avons obtenus pour l'audit, hein, c'était cinq codes, avec des durées maximum d'administration qui variait sur un code entre 24 et 48 heures. On a appliqué le même principe hein, pour la conformité globale avec l'antibioprophylaxie réalisée pour indiquer et l'absence d'administration en cas de non-indication. Mais on a rajouté pour la première le fait justement de ne pas dépasser la durée et le seuil prévu, parce que c'était un point important du bon usage des antibiotiques. On a regardé, comme pour le PEROC aussi, si la dose était adaptée à chaque temps d'administration. Et en cas d'administration qui n'était pas prévue indiquée, ce qui est donc rare comme on l'a vu, euh, on vous invitait à revoir le dossier en détail pour savoir s'il s'agissait, parce que c'était quand même important de faire le tri avant de conclure que c'était une prolongation d'antibioprophylaxie directement, à savoir si c'était pas une antibiothérapie ou encore d'autres situations dont on va parler juste après. Donc d'abord les résultats. Euh, donc là, on a 50% des établissements qui sont à 100% de conformité. Donc on a 93% de conformité moyenne. Donc encore une fois, très bon résultat. Une médiane du coup à 100 forcément. Pour les doses, on est à 90%. Donc il y a un respect aussi des doses hein, quand la réadministration post-opératoire est indiquée dans le référentiel. Il y a un bon niveau de respect des consignes. Ce qu'on a pu constater donc en post-opératoire, c'est globalement peu de cas d'administration post-op. Et ça, c'était un peu surprenant parce que l'idée court, enfin, on a eu des résultats qui ont pu nous faire penser que justement, il y avait des prolongations excessives de l'administration d'antibiotiques en post-opératoire. On n'a pas retrouvé ça, très franchement. Et ça ne vient pas confirmer le résultat de l'ENP 2022. Je vous avais parlé lors d'un précédent webinaire du travail d'une stagiaire qu'on a mis ici, à SpeakMe, qui a analysé l'ENP 2022 sur le plan de l'antibioprophylaxie. Et elle avait retrouvé donc un tiers des patients avec un dépassement justement de 24 ou 48 heures en termes d'antibiotiques.
Donc là, ça nous interroge beaucoup, parce qu'on ne retrouve pas tout à fait ce résultat. Et donc, on a émis quelques hypothèses quand même. Euh, la première, c'était, est-ce qu'on n'a pas du coup, enfin, est-ce que dans les dossiers, il n'y a pas de traçabilité de cette administration post-opératoire? Euh, bon, ça reste possible, sauf qu'on avait quand même, nous, prévu dans notre grille de pouvoir noter s'il n'y avait pas de suivi post-opératoire disponible. Et cette donnée-là, elle n'a pas été renseignée très souvent. On l'a vu dans un ou deux établissements, mais pas tellement plus. Donc, alors soit peut-être que les auditeurs n'ont pas repéré ou identifié cette réponse-là. Euh, donc voilà, on ne sait pas pour l'instant ce qu'il en est. On s'est posé aussi une question après les échanges avec les établissements, c'est que euh, il est possible, comme on a restreint l'analyse post-op à ce qui était fait, administré en milieu hospitalier, enfin en établissement de santé, il se peut qu'il y ait peut-être une poursuite de cet usage d'antibiotiques à domicile via des prescriptions que nous, on n'avait pas choisi avec le groupe de travail d'explorer. Donc, ça pourrait expliquer éventuellement cette différence avec l'EMP. Euh, donc, soit c'est au niveau de l'EMP que les données sont pas finalement, comment dire, euh, complètement représentatives de la réalité. Et pourtant, avec la stagiaire, on avait fait un tri dans les molécules parce qu'il y avait un mélange justement entre antibioprophylaxie et antibiothérapie. Soit, voilà, il y a cette piste-là qu'il faudrait peut-être explorer à l'avenir des prescriptions post-opératoires à domicile. On en reparlera, mais c'est une piste intéressante. En tout cas, pour finir sur ces résultats, quand l'indication était respectée, on a regardé aussi le dépassement des seuils à 24-48 heures, parce que c'était ce qui était craint. Ben, on l'a pas retrouvé de façon très significative. Alors maintenant, on n'a pas un nombre très important de cas, donc on peut pas non plus s'avancer énormément. En tout cas, moi, ce que j'ai vu par contre, c'est qu'il y avait parfois des durées très très faibles post-opératoires, c'est-à-dire il est recommandé 48 heures et il n'y avait que 6 heures d'administration post-opératoire d'antibiotiques. Donc là, ça soulève un autre souci, c'est de vérifier que la durée, justement, est respectée. Alors, à 24 ou 48 heures, plus ou moins quelques heures, parce qu'on n'est jamais sur quelque chose d'aussi strict, hein, mais voilà. Donc ça sera à creuser également. Il y a des cas qui m'ont paru un peu problématiques. Enfin, en cas d'administration post-opératoire, donc je vous l'avais dit, il y avait un tri à faire entre différentes situations. Donc, ce qu'on a vu relativement souvent, enfin, toute proportion gardée, c'est une mise en route de l'antibiothérapie qui était justifiée par des éléments de suspicion d'infection générale. D'ailleurs, c'est un bon moyen de détecter des ISO potentiellement, d'aller voir ce qui est donné en post-opératoire, bien sûr. Et la plupart des autres cas, c'était des situations d'administration post-opératoire d'antibiotiques dans le cadre de CBI positifs, hein. On l'a vu en début, mais il y avait aussi des administrations post-opératoires. Et un autre cas encore qui est la prophylaxie des splénectomies. Donc, c'est un cas particulier où ces patients sont à risque d'infection et on donne en post-opératoire une prophylaxie spécifique. Ce qu'on a pu remarquer pour finir, c'est que le fait d'avoir demandé donc, aux établissements d'explorer ce post-opératoire et d'essayer de conclure eux-mêmes sur ce qui était donné à partir des données disponibles, c'est que ça semble pas si simple que ça d'identifier un situ. Euh, et on a vu qu'il y avait assez peu d'indications tracées dans le dossier pour justement aider à conclure. Euh, je pense que c'est un point qu'on va revoir avec l'ASFAR, en reprenant de façon anonyme les cas qui nous ont été signalés de post-opératoire et voir comment on peut définir des critères pour dire si là, c'est une antibiothérapie prolongée, là, c'est une antibiothérapie, là, c'est autre chose. Ça semblait pas si facile que ça, en tout cas au niveau des personnes qui ont procédé à cette analyse. On a pas mal de cas sans conclusion, en fait. Donc, ça montre qu'ils n'ont pas réussi à trancher véritablement sur ce qui avait été fait réellement.
Voilà. Donc, pour finir, parce qu'après, je dois passer la parole à mes collègues aussi, ce tableau pour vous montrer un petit peu la comparaison des différents résultats de l'antibioprophylaxie sur cet échantillon et l'analyse qui est, comme je vous le répète, intermédiaire, et pas définitive, mais qui donne quand même déjà des tendances. Donc, la veille au soir, c'est à revoir surtout en termes de traçabilité, on en a parlé. Après, vous voyez que tous les résultats sont un peu d'un même niveau, hein, entre 90 et 95%, voire pour les doses, on est encore meilleur, j'ai pas compté ça là, mais entre la conformité moyenne et le nombre d'établissements qui ont 100% de conformité, finalement, on s'aperçoit que ce qui est très bien respecté, ce sont les doses, hein. En deuxième place, on a les réadministrations post-opératoires, alors sous réserve que, voilà, on s'intéresse aux administrations faites à l'hôpital. Et puis, le pair opératoire apparaît aussi en bonne place, autant donc dans les résultats moyens que dans la conformité des établissements. Donc, ça donne un panorama dont donc, j'ai pu montrer à quelques collègues de l'ASPA. Ils avaient l'air relativement euh, satisfaits parce que là, on est en train d'évaluer l'application du nouveau référentiel à une distance qui n'est pas si éloignée que ça, hein. C'est sorti en 2024. Voilà, c'était les évaluations fin 2025. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont appliquées. Alors, on regardera de plus près si les nouveautés du référentiel sont particulièrement appliquées. Là, c'est un ensemble de choses, dont des choses qui n'ont pas changé. Donc, c'est global. Mais ça serait intéressant d'aller voir d'un peu plus près ce qu'il en est des pratiques nouvelles. En tout cas, je voulais finir en vous parlant de perspectives. Donc, vous l'avez compris, on va poursuivre ces analyses. Alors déjà, on va poursuivre le rendu des rapports. On fait au plus vite. Une fois qu'on aura l'ensemble des fichiers, donc, on va les fusionner pour faire l'analyse finale. Et donc, il y aura un rapport spécifique pour ce qui est fichier établissement. Et vous aurez donc, comme on le fait pour le dit pré-op, un rapport simplifié sous le format de vos propres rapports qui vous permet une comparaison avec les données nationales euh, dès que possible. Et puis cet été, je vais travailler sur un rapport détaillé plus complet avec un croisement des données, une analyse fine. Vous avez vu, hein, on a à la demande justement des sociétés savantes avec qui on a monté cet outil, non seulement pris en compte le risque infectieux, mais également d'autres risques, peut-être l'antibiorésistance et le bon usage de façon plus large, un bon usage des antibiotiques. Donc, on va serrer un petit peu parce que là, le résultat, des fois, combine plusieurs risques, hein. Donc, peut-être cibler un peu plus sur le risque infectieux pour que ça soit plus informatif pour vous. Et on va bien sûr retravailler à la rentrée avec le groupe de travail et l'ASPA sur ce sujet avant de vous représenter une nouvelle version de ces données, cette fois définitive. Je ne sais pas si nous serons prêts pour le prochain webinaire SPICNIC qui a lieu le 29 septembre. Euh, on espère, mais voilà, on va voir un petit peu comment se passent les choses. Euh, et donc, un remerciement à tous parce que, évidemment, à chaque fois qu'on peut faire proposer un outil d'audit, ça apporte des améliorations à votre niveau, mais également permet d'avoir des tendances nationales et de savoir un petit peu comment orienter nos travaux de promotion de bonnes pratiques par la suite. Donc, ça sera intéressant de continuer à explorer avec vous tous ces sujets. Et si vous avez donc des commentaires ou des suggestions, que ça soit sur la forme ou sur le fond, des explications supplémentaires ou des pistes, des hypothèses qui peuvent alimenter notre réflexion, notre discussion aussi autour des résultats, ça sera intéressant, retour d'expérience, des solutions peut-être déjà trouvées à certains problèmes. Donc, là, c'est l'occasion de vous exprimer et d'échanger sur ces sujets. Merci et un bel été à tous, bien sûr, dans les suites de ce webinaire. Est-ce que nous aurions... Alors, j'ai noté, donc les codes rouges en césarienne, oui, tout à fait. Donc ça, il faudra qu'on regarde de près, effectivement. L'aspect césarienne.
Est-ce que nous pouvons avoir ce compte-rendu afin de faire des comparaisons avec nos résultats? Oui, nous allons diffuser ce diaporama, en tout cas le diapo de résultats, pour que vous puissiez justement repérer où vous vous situez sur l'échiquier de l'histogramme. Il sera intéressant dans l'enquête de recueillir le code couleur de la césarienne non programmée. Cela permettrait une analyse plus fine. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas fait. Ça serait intéressant, alors soit dans une version ultérieure, soit si vous pouvez, je ne sais pas à votre niveau dans les dossiers, je pense que vous avez l'information, mais peut-être qu'on reviendra vers vous sur ce point plus ciblé. Partage de solutions en particulier pour les césariennes non programmées. Bon, on reste sur le sujet des césariennes, hein, tout à fait. On va travailler sur cette question-là. On en a pas mal, hein. C'est sûr que c'est même en obstétrique, c'est pratiquement le seul acte qui a été évalué, donc on a pas mal de données. Alors, une autre proposition, de donner des détails sur les fiches non conformes, numéro d'affiche. Ah oui, alors ça, vous abordez une question importante. C'est vrai qu'on a tout fait pour vous rendre un rapport qui vous permette une restitution déjà dans un premier temps assez générale. Pour les établissements, alors ça a déjà commencé, les établissements qui veulent mettre en place un plan d'action, certains nous demandent les numéros de fiches concernés par des écarts. Je pense que c'est ça à quoi vous faites référence. Et donc, on peut effectivement vous les fournir, on les a. Bon, ça prend un petit temps supplémentaire, mais il n'y a pas de souci. On essaye de caser ça entre deux rapports. Donc, ceux qui ont absolument besoin de ça, je peux le comprendre. Disons que ça vous facilite le travail plutôt que d'aller rechercher dans votre fichier où est-ce que ça pêche. Donc, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, questions, suggestions? Oui, donc si vous avez besoin des fiches, vous nous les demandez sur speakmeetencontact@php.fr, bien sûr, pour qu'on puisse noter votre demande. Donc, par la suite, Béatrice et David, je pense, sont prêts pour évoquer la surveillance en attendant d'éventuelles remarques supplémentaires. Bon, je pense que Oui. Mm. on peut toujours passer à la surveillance, ceci dit, et puis s'il y a d'autres questions qui apparaissent entre-temps, je reste pas loin. On fait comme ça? D'accord. Parce que je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, d'autres remarques. Ok, Ok. merci à tous, à bientôt. Vous avez la parole. Mm. Je vais Donc, je partager. départager. Oui, Mm. voilà. Ah, hop, vous voyez mon écran? C'est Ouais, bon, merci. d'accord. Alors, bonjour. Nous n'avons pas grand-chose à vous dire. On va juste échanger s'il y a des questions. Mais je voulais faire quelques petits rappels concernant l'importation des données parce que il y a certains établissements qui ont des difficultés. Bien entendu, nous sommes toujours à votre disposition. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages si vous avez vraiment des difficultés et que vous n'y arrivez pas par notre adresse mail générique. Par contre, quelques petits rappels qui reviennent régulièrement. En fait, quand vous essayez d'importer votre fichier sur la plateforme et qu'elle mouline sans arrêt, sans pouvoir importer, il faudrait regarder certainement dans votre fichier, il y aurait des caractères cachés. Parce que généralement, quand on travaille sur un fichier Excel, il y a après des caractères qui restent qu'on ne voit pas forcément. Alors, la seule solution que nous avons trouvée, c'est de vous proposer cette étape de sélectionner vos données et d'essayer de les copier dans bloc-notes et de resélectionner des données copiées dans bloc-notes pour les copier dans un nouveau fichier Excel.
Cette procédure permet d'effacer les caractères cachés et c'est ce nouveau fichier Excel qu'il faudra importer. Autre souci qui est rencontré continuellement, des fois, pardon, c'est que la plateforme sort une multitude d'erreurs. Alors, si c'est le cas pour vous, n'ayez pas peur parce que c'est généralement la même erreur qui se répète plusieurs fois sur toutes les lignes de votre tableau Excel ou alors sur plusieurs colonnes. Exemple, les formats. Par exemple, si vous n'avez pas respecté le format de la date, comme il y a plusieurs dates, ça va vous ressortir euh, toutes les erreurs de toutes les dates que vous aurez dans votre fichier. Et comme il y a plusieurs variables en date, donc ça va ressortir une multitude d'erreurs. En fait, généralement, il suffit de corriger ça pour que la multitude d'erreurs s'efface, quoi. On a aussi d'autres problèmes qui nous sont reportés très souvent lors de l'importation, c'est que la plateforme ne reconnaît pas les en-têtes. Alors, des fois, ça concerne le fichier type qui n'a pas été bien choisi parce que cette année, en 2026, en 2025, pardon, il y a une erreur là. Euh, Plutôt en 2025. En 2025, il y a eu des nouvelles variables qui ont été ajoutées. Donc, si vous ne choisissez pas le fichier de 2025, bien évidemment, il ne va pas reconnaître le fichier parce qu'il n'y aura pas toutes les variables qu'il attend. L'autre souci aussi qu'on rencontre très souvent, c'est que les variables peuvent être modifiées, les en-têtes, donc les en-têtes du fichier qui sont les variables, les noms des en-têtes peuvent être modifiés lors de la manipulation du fichier. Donc, quand il vous ressort que les en-têtes ne sont pas respectées, il faut vraiment regarder, comparer avec le fichier type que vous aviez auparavant ou alors avec le thésaurus où vous avez toutes les variables. Comparer, regarder vraiment si vous n'avez pas touché à une variable, à un nom de variable et modifié par mégarde. La troisième erreur qui revient très souvent aussi, c'est que certains veulent faire de la surveillance unit-based et vont prendre le fichier type de la surveillance passion-based. Et le fichier type de la surveillance passion-based, par exemple, contient plus de variables que celui de la surveillance unit-based. Dans ce cas, il ne va pas reconnaître les en-têtes parce que vous aurez cliqué que vous voulez faire de l'unit-based. Lui, il voit des variables apparaître qui ne devraient pas apparaître. Donc, du coup, il va vous dire que les en-têtes il ne reconnaît pas les en-têtes ne sont pas respectées. Généralement, c'est dans ces trois cas que les en-têtes ne sont pas respectées. Bon, il y a certainement d'autres erreurs qui concernent la réhospitalisation, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand c'est plus compliqué comme ça, là, vous nous envoyez un message et je précise toujours sans envoyer le fichier. S'il y a besoin que nous regardions votre fichier, on vous envoie un lien sécurisé pour que vous puissiez nous envoyer votre fichier. Et nous sommes à votre disposition pour que tout se passe bien et là pour vous aider pour la suite. Euh, Aussi, je voulais dire pour ceux qui n'ont pas encore importé que la date limite a été prolongée. On a envoyé un mail. La date limite a été prolongée au 28 juin. Donc, toute cette semaine, vous pouvez encore importer vos données sans problème, nous contacter si vous avez des soucis, on est là pour vous aider. Et si vous avez un problème particulier et que vous ne pourrez pas d'ici le 28 juin, n'hésitez pas non plus à nous contacter et on verra ce qu'on peut faire. Donc, c'est un peu ça qu'on avait à vous dire. On n'avait pas grand-chose, mais on voulait plus vous donner la parole sur cette fin d'importation pour ceux qui ont encore des questions, qui n'y arrivent pas, ou pour ceux qui ont des suggestions sur l'amélioration à apporter pour l'année prochaine. Merci. Merci Béatrice. Je vais réactiver le son de tout le monde pour que les gens puissent poser les questions. Ok, Merci Isabelle. merci.
C'est l'année, juillet, juin de l'année prochaine. De la merde. Elle voulait commencer à partir de là. Cordistique, Oula. ça fait petit. Comment Là, j'ai alerté Giro, je lui ai dit, un mec Référent de unité. 50 tonnes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à prendre la parole ou alors à envoyer. Je ne sais pas s'il y a des questions Bonjour, dans le chat. bonjour, Corinne Caponi-Guillon. Je vous ai mis ma question sur le chat. Mhm. J'ai un dernier dossier qui m'embête. C'est un patient qui a été opéré d'une prothèse totale de hanche et quelques jours plus tard, il a présenté un placard cutané érythémateux avec un peu de fièvre. Ils ont fait une ponction du genou craignant une infection au niveau du genou, euh, noté en reprise au bloc opératoire. Le prélèvement opératoire est revenu négatif, comme les hémocultures et le CBU. J'ai donc noté 2 pour l'infection. Mais du coup, il ne veut pas me l'importer parce que pour lui, il attend une infection dans la mesure où j'ai marqué qu'il y avait une reprise. Donc, est-ce que je considère que cette ponction faite au bloc opératoire, en fait, n'est pas une reprise? Et est-ce que je supprime ce truc-là pour éviter le problème? Vous avez, première question, vous avez quoi vous faites quoi comme type de surveillance? Surveillance Uniplex? patient. Surveillance patient. Il y en a qu'une qui, pour D'accord. moi, vaut quelque chose, c'est la surveillance patient. Oui, exactement. Du coup, si vous considérez que ce n'est pas une infection, il faudrait pas nous remplir tout ce qui Donc, concerne la reprise. En donc fait, la j'enlève. reprise et la réhospitalisation, les variables concernant la reprise et la réhospitalisation sont remplies dans le cadre d'une infection. C'est-à-dire qu'au départ, on a un fichier qui nous indique que les patients ont été réhospitalisés ou repris. Et si on considère que cette réhospitalisation ou cette reprise ne sont pas en lien avec l'infection, on supprime la réhospitalisation ou la reprise. Oui. C'est ça. Mm, D'accord. OK. Bon, bah, je vais vous envoyer mon fichier cet après-midi parce que c'était le dernier os qui me restait. super. Merci beaucoup. Merci à vous. est-ce que d'autres personnes ont des questions? J'ai l'impression que De rien, Madame Haddad. Je vous rappelle tout à l'heure pour finaliser votre fichier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Mm. Bon, on arrive à peu près à l'heure. On a commencé à 14h15, donc on va être à peu près à 1 heure. Donc peut-être que nos collègues ont d'autres choses à faire, sûrement même. Je crois qu'il n'y a plus de questions, hein. Tu vas attendre Hmm. un petit peu, Béatrice? Pardon? Tu vas attendre un petit peu, Béatrice? Non, non, non. Je C'est bon? pense que moi, il n'y a pas de souci. Dès De toute qu'ils ont des façon, soucis, ils m'envoient. un message sur Speak Me Contact. Ouais, De toute façon. voilà. Ok. Bon, bah, merci pour votre participation. On était moins nombreux que d'habitude. Il y a dû avoir un problème de connexion quand même pour Hmm, certains, pas je pour ceux pense qui ont que pu oui. participer, mais bon. De toute façon, on fera un replay et ça réglera une partie du problème. Ok, bah merci à tous pour Oui. votre participation. Bon après-midi Bon après-midi. et un bel été à tous. Très bel été. Au revoir. Merci. Ok. Alors.